Je crois qu'il est important pour les gens qui nous rejoignent, puisqu'il est 12h04, de regrouper tout ce que nous savons évidemment sur ce drame qui a débuté aux alentours de 9h30, au moment où on amène les enfants à l'école, un petit peu avant même. Peu avant 9h, un automobiliste circulait sur une route qui est sur l'île d'Oléron, entre deux villages, le village de Dolusse-d'Oléron et la commune de Saint-Pierre-d'Oléron. Et sur cette route, à chaque fois qu'il a croisé des piétons ou des cyclistes, il les a percutés volontairement. C'est ce que nous a indiqué le parquet de La Rochelle ce matin. Après, il a fait donc 10 blessés au total, dont 4 sont en urgence absolue. Peut-être que ce bilan va malheureusement évoluer. Et à l'issue de ces événements successifs, il est descendu de son véhicule et il a voulu incendier sa voiture. On l'entendait à l'instant, le maire nous dit qu'il y avait une bonbonne de gaz dans cette voiture, ce qui fait penser qu'il y avait une véritable préméditation dans cet acte qu'il a commis ce matin. Il a laissé sa voiture qu'il venait de tenter d'incendier. Elle n'a finalement pas brûlé complètement et il a été interpellé non sans difficulté par les gendarmes qui se sont rendus très rapidement sur place, qui ont dû faire usage de leur pistolet à impulsion électrique, le taser, pour réussir à maîtriser cet homme qui, au moment de cette interpellation, a crié à la Wakbar. D'où la question, pourquoi est-ce que le parquet antiterroriste n'est pas encore saisi? À l'heure où on parle, on ne considère pas que c'est un attentat terroriste, pas encore. Non, il est trop tôt pour affirmer cela, parce que ça va dépendre de différents critères. Pour qu'un acte soit considéré comme un attentat, comme un acte terroriste, il faut qu'il y ait une idéologie derrière, une préméditation, qu'il y ait la volonté de semer la terreur. Alors, de prime abord, tout ça semble peut-être déjà réuni, mais c'est aux magistrats spécialisés du parquet antiterroriste de le décider. Et puis, il y a son profil. Ils sont en observation pour le moment, mais c'est encore les magistrats de La Rochelle qui sont en charge de l'enquête à cette heure. Revenons s'il vous plaît sur les faits, voilà, sur le profil de cet homme. Un homme de 35 ans qui, de toute évidence, était connu de la police et de la justice. On est bien d'accord? Il était connu des services locaux pour différents délits, nous dit-on, mais aucun lien avec une possible radicalisation. Il était connu pour conduite en état d'ivresse. Oui. Les deux maires que nous avons eus à l'antenne parlent de problèmes de stupéfiants également, et enfin des délits de vol. Thibault, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des blessés? Je crois que vous étiez auprès de certains il y a encore quelques minutes. Alors, je crois on a des problèmes de ligne, effectivement, parce que le maire est Igor. évidemment très sollicité et il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Immédiatement, évidemment, cette affaire prend une dimension politique. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en route pour l'île d'Oléron. Oui, à la demande du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui se dit particulièrement préoccupé par la situation sur l'île d'Oléron. Et Léopold Heudebert du service politique de BFM TV nous apprend à l'instant que le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, vient de s'entretenir avec le président de la République, qui lui-même est dans l'avion présidentiel qui l'emmène au Brésil pour la COP30. Le président de la République et donc le ministre de l'Intérieur qui se sont entretenus. Visiblement, le président de la République suit aussi ce qui se passe sur l'île d'Oléron de très près, mais on voit bien que ce qui s'est passé ce matin sur l'île a considérablement retardé d'ailleurs ce pseudo-conseil des ministres qui devait avoir lieu avec les ministres, mais sans le président de la République. Tout ça a été évidemment bousculé par le drame qui s'est déroulé donc sur l'île d'Oléron ce matin. Alors c'est important de rappeler, Roselyne, ce que dit le procureur de la République de La Rochelle, qui centralise évidemment toutes les informations. Cet homme de 35 ans qui a donc percuté des cyclistes, des piétons, volontairement, effectivement, à plusieurs endroits, sur une route entre Dolusse-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, dans l'île d'Oléron. Cet homme était connu de la justice pour des délits de droit commun. Et au moment de son interpellation, le procureur le confirme, il a bien crié à la Akbar. Néanmoins, le mobile n'est pas confirmé, l'enquête devra le déterminer. Il est en garde à vue et on le disait, Alexandra, pour l'instant le parquet national antiterroriste n'est pas saisi parce que évidemment l'enquête, ça va être déterminer si cet homme, des problèmes d'alcoolisme, des problèmes psychiatriques, pourrait évidemment avoir joué sur ce coup de folie éventuellement. Oui, est-ce qu'il s'agit de l'acte d'un déséquilibré? Est-ce qu'il s'agit d'un acte prémédité d'une personne radicalisée qui voulait commettre un attentat? Tout ça est pour l'instant sur la table et ce sont les enquêteurs qui vont devoir le déterminer. Et une témoin racontée il y a quelques minutes sur BFM TV.
J'ai dû partir à Action, qui est sur Delus du coup ce matin, et j'ai eu un appel de mon compagnon qui travaille sur le port de la Cotinière, et du coup qui m'a fait part qu'il se passait des choses assez particulières sur Delus, Saint-Pierre, la Cotinière, en me disant qu'apparemment il y aurait un fou entre guillemets qui décidait de foncer sur des cyclistes. Donc c'est vrai qu'on a été assez stupéfaits, donc on est resté sur place, et puis là s'est enchaîné des appels de toutes parts, de la famille, des amis, des gens proches, pour dénoncer ce qui se passait et faire attention, car apparemment la personne n'avait pas été encore arrêtée à ce moment-là, donc là il était 9h30. Et c'est vrai que ça s'est enchaîné de ce qui est appris. Donc en fait, nous, on a un groupe sur WhatsApp, Oléron Alerte, et c'est vrai que là a commencé un déferlement de messages sur ce qui se passait en temps réel, entre guillemets. Et on vous rappelle donc ce bilan 9, 10 blessés selon les sources. Le maire tout à l'heure nous disait que l'âge des blessés variait de 22 à 69 ans. Et on espère que ce bilan évidemment restera là, qu'il n'y a pas de mort à l'heure où l'on parle, alors qu'une voiture évidemment qui fauche des cyclistes, des groupes de cyclistes, et on sait que sur ces îles de l'Atlantique il y a beaucoup de cyclistes, ça aurait pu être infiniment plus dramatique. Oui, même si on verra au-delà, alors vous avez raison, heureusement qu'il n'y a pas de décès, mais sur les blessés. Urgence absolue, 4. 4 en urgence absolue, et il faudra mesurer ensuite les séquelles psychologiques qui restent derrière ce genre d'actes. C'est quelque chose qu'on évoque assez peu, mais les personnes qui vivent de tels actes sont souvent traumatisées à vie. Derrière, on l'entend là avec, en ce moment on reparle beaucoup des victimes du 13 novembre, et elles racontent combien 10 ans plus tard, de près ou de loin, elles sont encore très marquées psychologiquement, même lorsque les blessures physiques guérissent. Bien sûr, en plus ça s'est passé au matin sur la route principale en fait, qui coupe l'île en deux, entre deux communes, entre Domus d'Oléron et Saint-Pierre d'Oléron, avec un chauffeur qui visiblement a volontairement fauché toutes les personnes qu'il croisait. Écoutez le maire de Saint-Pierre d'Oléron qui raconte comment le premier a été touché. C'est une maman qui revenait de l'école et qui a été percutée par l'arrière. Et ensuite, dans son périple, il est revenu sur la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, ayant l'intention délibérée de percuter avec sa voiture toutes les personnes qu'il pouvait rencontrer, piétons ou cyclistes. Et il a été ensuite, je dirais, bloqué. Et il a mis intentionnellement le feu à son véhicule pour, bien sûr, certainement laisser le moins de traces possible. Et là, il est en brigade de la gendarmerie de Saint-Pierre, interrogé sur les faits que nous venons de subir sur l'île d'Oléron. Voilà, acte volontaire, donc Alexandra Gonzalez, l'homme circulait à vive allure. Il y a combien de kilomètres entre les deux communes, on sait ça ? Non, alors je n'ai pas regardé encore, donc ça je peux pas vous dire. En tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça s'est passé de façon successive. Il n'a pas foncé dans une foule à un moment donné. On a combien de points on n'a pas le détail, exactement, on n'a pas le nombre de fois où il a percuté la des personnes, Saint-Pierre, a priori, mais il y a aucun doute sur le côté volontaire, puisque ça s'est passé à plusieurs reprises. Ce n'est pas à un moment un automobiliste qui perd le contrôle de son véhicule et qui percute des personnes en bord de route. Ça se passe à plusieurs reprises, il fait des victimes, il continue, il repercute d'autres victimes, il continue jusqu'à finalement laisser son véhicule en bord de route et tenter de l'incendier et tenter d'échapper aux gendarmes qui, il faut le saluer, l'ont maîtrisé très rapidement malgré de grosses difficultés. Oui, l'interpellation était compliquée, ils ont dû faire usage de taser notamment pour l'arrêter. Ils ont dû faire usage de taser. Et donc pour l'instant, l'enquête est menée par le parquet de La Rochelle, mais les magistrats spécialisés dans l'antiterrorisme regardent de très près la situation. L'expression consacrée, c'est de dire qu'ils sont en observation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont à Paris, en lien direct avec le parquet de La Rochelle, qui transmet toutes les informations possibles, à la fois sur les circonstances, sur le profil de la personne, toutes les informations qu'ils peuvent détenir, son casier judiciaire. On sait qu'il a un casier judiciaire avec des vols, des conduites sous l'emprise de stupéfiants. Il y a aussi les services de renseignement qui sont forcément mobilisés en ce moment pour savoir s'il était connu du renseignement territorial, c'est-à-dire vraiment des policiers, des gendarmes locaux pour une éventuelle radicalisation. Tout ça, ce sont des éléments que les magistrats spécialisés dans l'antiterrorisme regardent de très près. Et dans les prochaines heures, ils décideront s'ils saisissent cette enquête. Ça voudra dire que l'acte terroriste est privilégié. Voilà, et en ce moment, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en route pour l'île d'Oléron. Loïc Besson, vous êtes à Matignon.
Exactement, Laurent Nunez qui est parti il y a un peu moins d'une heure en urgence ici de Matignon où il venait d'arriver parce que le chef du gouvernement avait réuni l'ensemble de ses ministres, une forme de conseil des ministres bis sans le président de la République qui n'est pas là cette semaine en déplacement à l'étranger puisqu'il se rend au Brésil. Avant ça, il y avait déjà une réunion avec les sénateurs. Évidemment, toutes les réunions du jour pour le Premier ministre, pour Sébastien Lecornu, étaient censées être concentrées sur l'actualité politique, à savoir le budget. Mais très vite, Sébastien Lecornu, nous explique-t-on, a dû s'extirper de cette réunion d'abord avec les sénateurs pour prendre un coup de téléphone et puis il est revenu. Il a fait part de sa préoccupation, je cite, face à ce qui était en train de se passer sur l'île d'Oléron, face aux premières remontées qu'il avait. Il a dit devant ses interlocuteurs, je cite, que manifestement il n'y avait pas de mort mais que la situation était malgré tout dramatique. Et puis donc ces ministres qui étaient conviés ici à 11h, réunion qui a pris finalement une demi-heure de retard. Ils ont tous attendu ici dans des salons de Matignon parce que Sébastien Lecornu a bien sûr voulu s'entretenir en aparté avec son ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, pour faire le point sur la situation pendant donc une vingtaine de minutes. Et puis il lui a demandé de se rendre immédiatement sur place. C'est pour ça qu'on a vu Laurent Nunez partir donc il y a près d'une heure ici en urgence de Matignon pour se rendre sur l'île d'Oléron. Et on suivra l'arrivée du ministre de l'Intérieur, a priori en début d'après-midi. Alexandra Gonzalez, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Ce suspect, il est aux mains des gendarmes. Interrogé, évidemment, il y a des analyses en cours aussi? Alors, à ce moment-là, tout va très vite. L'homme est devant les gendarmes, en train d'être auditionné. Une première audition. En général, la première audition est sur des éléments de personnalité. Qui êtes-vous? Quelle profession avez-vous? Quelle est votre situation familiale? Et petit à petit, au fur et à mesure des auditions pendant la garde à vue, les gendarmes se rapproche véritablement des faits. Pourquoi avez-vous pris votre voiture ce matin? Pourquoi y avait-il une bonbonne de gaz dans ce véhicule? Aviez-vous prémédité votre acte? Connaissiez-vous les victimes? Tout ça font partie des questions qui sont posées pendant la garde à vue. Tant que ce n'est pas considéré comme un acte terroriste, et c'est le cas au moment où je vous parle, ce n'est pas encore considéré, et ce n'est pas encore considéré comme un acte terroriste, peut-être ça ne le sera pas, ça on verra comment l'enquête évolue. La garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Si à un moment donné, le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête, reprend les rênes de ce dossier et qu'on bascule dans ce qu'on appelle l'antiterrorisme, alors la garde à vue pourra être encore plus prolongée, pourra être entendue jusqu'à 96 heures. Et à l'issue, nul doute qu'il sera placé en détention provisoire le temps que l'enquête se poursuive. Un mot de son comportement. Donc on a bien compris qu'il percute des piétons, des cyclistes sur plusieurs endroits. J'ai noté ce que disait le maire tout à l'heure, la Cotinière notamment et Saint-Pierre. Et puis il s'arrête. Il tente de mettre le feu à son véhicule. Drôle de comportement. Voilà, on peut imaginer qu'un type à l'origine de tels actes va essayer de prendre la fuite, surtout dans une île. Non, lui, il choisit de s'arrêter. Est-ce que ça peut dire des choses sur son fonctionnement, sur la psychologie de cet homme? Alors, pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. En revanche, le fait d'avoir une bouteille de gaz, c'est ce qu'indiquait le maire tout à l'heure, si cet élément est confirmé par l'enquête, cela donne une coloration particulière. Ça voudra dire qu'il y a possiblement une préméditation à cet acte. Il peut y avoir une autre explication à la présence d'une bonbonne de gaz dans sa voiture. Mais néanmoins, le fait qu'il veuille incendier sa voiture, qu'il veuille la faire exploser, et si réellement il y avait une bouteille de gaz à l'intérieur, ça fait penser à un acte prémédité. Ensuite, sur sa psychologie, on sait qu'il a immédiatement après voulu avoir incendié son véhicule, il a voulu prendre la fuite. Les gendarmes sont arrivés. À pied. Les gendarmes sont arrivés, ont tenté de l'interpeller immédiatement et il a résisté. Il ne s'est pas laissé faire. On pense évidemment au risque d'explosion. On se dit que pour tous les gens qui étaient autour, il a tenté, vous dites, d'incendier son véhicule sans y arriver, en fait, ou on l'a éteint rapidement? Alors ça, je ne le sais pas pour le moment, mais en tous les cas, visiblement, son véhicule n'a pas pu être incendié. Est-ce que c'est parce que des personnes sont intervenues immédiatement ou parce que sa tentative d'incendie a échoué? Ce sera à l'enquête de le déterminer. Alors, en tous les cas, ce que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est actuellement devant les gendarmes, en garde à vue, détenu. Est-ce qu'il collabore? Est-ce qu'il s'explique? Est-ce qu'il garde le silence? Ça, il est trop tôt pour le savoir. Et en tous les cas, on va savoir très vite s'il y avait dans le parcours de cet homme un passif islamiste, terroriste. A priori pas d'ailleurs à l'heure où l'on parle, puisqu'il était connu pour des faits de droit commun.
Lié à quoi d'ailleurs? Il était connu pour des conduites en état d'ivresse. Les deux maires des communes que nous avons eues qui le connaissent parlent d'usage de stupéfiants. C'est ça qui est intéressant, c'est que les maires en avaient déjà entendu parler de ce gars-là. Exactement. Et usage de stupéfiants, alcoolémie au volant et des vols. Voilà ce que l'on nous dit pour le moment. On ne sait pas si cette personne avait une famille, avait un emploi ou si c'était une personne qui vivait seule. On sait simplement qu'il est de nationalité française, d'origine française, nous dit-on, et qu'il est âgé de 35 ans. C'est ce que dit le procureur. Et le directeur d'un supermarché sur l'île raconte beaucoup de panique à proximité, évidemment, on imagine, pour les gens autour, les secours. Et il a d'ailleurs confiné une partie des clients dans le supermarché parce que la question, c'est de savoir si cet homme a vraiment agi seul, donc rechercher d'éventuels complices. Et puis comment on sécurise une zone comme ça, aussi vaste? Dans ce cas-là, c'est très compliqué, mais les gendarmes, comme les policiers, sont formés à tout de suite savoir comment intervenir. À la fois pour couper la circulation, s'assurer qu'il y a un périmètre de sécurité suffisant pour protéger les habitants. C'est toujours la priorité, qu'il n'y ait pas d'autres victimes. C'est la première priorité. Et ensuite vient l'interpellation à la fois du suspect, c'est le cas, c'est fait, et déterminer s'il y a un autre complice dans la nature ou non. Pour l'instant, personne ne nous évoque une possible complicité. Mais tout ça fait partie des premières urgences que doivent faire à la fois les gendarmes ou les policiers. Là, en l'occurrence, on parle de gendarmes. Laurent. Oui, parce que ce que dit Alexandra est absolument fondamental. Les gens qui nous regardent se disent, mais attendez, il a prononcé Allahu Akbar, il avait potentiellement une bonbonne de gaz dans sa voiture. Ce périple potentiellement meurtrier qui rappelle un mode opératoire qu'on a déjà vu. Tout ça fait immédiatement penser au terrorisme. Mais pour autant, les enquêteurs, eux, d'une part, Alexandra le disait, en auditionnant l'auteur des faits, mais aussi en menant d'autres enquêtes, ils sont en train sans doute de regarder la téléphonie mobile. Peut-être sont-ils déjà en train de perquisitionner son domicile, de faire ce qu'on appelle une enquête de proximité pour aller interroger ses proches, sa famille, des gens qui le connaissent, pour essayer de voir si, Alexandra le disait, il y a eu préméditation, s'il y a peut-être même une revendication déjà de ce qui a été fait avant que le parquet national antiterroriste puisse se saisir à bon escient. C'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Restons encore sur les faits. Pour les gens qui nous rejoignent, je voudrais qu'on refasse un point évidemment sur cette enquête qui commence évidemment tout juste. Et donc ce nombre de blessés, 9-10 blessés selon les sources. Oui, le procureur de La Rochelle que j'ai eu au téléphone ce matin me parlait de 10 blessés à ce stade, des piétons et des cyclistes. Hommes, femmes, enfants. Alors ça, il n'avait pas le détail. On ne sait pas s'il y a des enfants. Alors, entre 22 et 69 ans, disait un maire. C'est l'un des maires qui nous a donné ces chiffres tout à l'heure. Entre 22 et 69 ans, donc pas d'enfants. Même si, par exemple, une des victimes venait de déposer son enfant à l'école, on imagine l'effroi qu'elle a dû subir au-delà du traumatisme d'être percutée ainsi volontairement par un automobiliste. Donc ces piétons, ces cyclistes étaient en bord de route, à un endroit où ils avaient le droit de circuler, à un endroit sécurisé, et pour autant cet homme a percuté volontairement à différentes reprises ces personnes qui se trouvaient en bord de route. 6 km entre Saint-Pierre-d'Oléron et Doluce-d'Oléron, là où se sont a priori survenus les faits. Voilà. Exactement, la route qui relie ces deux communes, donc 6 km. Et sur ces 6 km, eh bien, cet homme a percuté à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il croisait des piétons et des cyclistes en bord de route. Écoutez le maire tout à l'heure de Doluce-d'Oléron qui racontait à quel point au début, il ne croyait pas à ce qui venait de se passer, l'ampleur de ce drame. On a eu le premier coup de téléphone qui commence à nous présenter et nous dire un peu ce qui est en train de se dérouler sur la commune. Donc au début, on n'y croit pas. Et puis en fin de compte, voilà, dans les premières secondes, la conscience reprend et on monte vite dans sa voiture. Et puis on commence à voir les ambulances dans tous les sens, les événements qui vont très vite, qui s'accumulent, les informations qui s'accumulent. Donc là, on met tous les services on les mobilise au maximum, que ce soit les services communaux, le SMUR, les pompiers. Donc tout le monde est mobilisé. On est aussi aux côtés du préfet pour faire en sorte que que les choses se passent pour le mieux. On a deux hélicoptères qui sont à côté et qui envoient déjà les blessés graves sur Poitiers. Et donc les blessés légers qui sont en train de partir donc en ambulance. Donc là aujourd'hui, actuellement là, leur état est stable, mais c'est sûr que là on est extrêmement choqué de la situation. On ne comprend pas très bien ce comportement, comment ça peut arriver de la part d'où ça vient sur Oléron, comment c'est possible. Nous, on a un territoire qui est paisible, on est très heureux de vivre sur Oléron. Et on ne comprend pas très bien comment ce genre de faits peuvent se dérouler. Et là, de la part d'un jeune homme d'une trentaine d'années.
Ce matin, l'un des maires, Laurent Neumann, a donné des précisions sur le parcours, a priori, donc, de cet homme. Oui, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, a priori, il se trouve que le suspect habiterait dans cette ville-là. Et donc, ce qu'il raconte, c'est qu'il a commencé son parcours potentiellement meurtrier. On est prudent à l'heure où on se parle. Il a commencé à la Cotinière, puis il est allé à Delus, puis il est revenu sur ses pas. C'est sur la côte, la Cotinière. En fait, c'est comme s'il avait fait un triangle. Exactement, pour revenir vers la ville de Saint-Pierre-d'Oléron, a priori, où le suspect à son propre domicile. J'aimerais qu'on revienne également au comportement, Alexandra Gonzalez, de cet homme. Donc on l'a dit, au bout d'un moment, son périple s'arrête. Il tente de mettre le feu à son véhicule, ça ne fonctionne pas, et il tente de prendre la fuite. C'est à ce moment-là que les gendarmes l'interpellent assez difficilement. Premier fait, effectivement, assez intéressant. Deuxième fait, cet acte se produit sur une île. C'est pas très malin, évidemment, d'organiser ce type d'acte sur une île lorsqu'on veut faire, a priori, le maximum de victimes. C'est pour ça que pour l'instant, le parquet de La Rochelle et le parquet antiterroriste sont prudents pour déterminer quel est le mobile derrière l'acte de cet homme. Et toutes les hypothèses sont encore sur la table, nous disait-on ce matin. Est-ce que c'est l'acte d'une personne déséquilibrée qui, à ce moment-là, n'est pas en pleine possession de ses moyens? Est-ce que c'est l'acte d'une personne radicalisée qui voulait commettre un attentat? Est-ce que c'est l'acte d'une personne qui voulait faire ce qu'on appelle un suicide by cop, désolé pour l'expression en anglais, en français on pourrait le traduire par suicide en se faisant tuer par des forces de l'ordre. Ce sont des personnes qui, au moment de se rendre, provoquent un acte terrible pour provoquer le fait que les forces de l'ordre ouvrent le feu et tuent la personne. Tout cela reste sur la table pour le moment et c'est pour ça qu'il y a une grande prudence et qu'on n'affirme pas encore ce matin qu'il s'agit d'un acte terroriste.